Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous avons le plaisir de recevoir Lemine Ould Salem. Il est spécialiste du Sahel, écrivain, auteur-écrivain, journaliste. Vous êtes l'auteur de Ben Laden, du Sahara, sur les traces de Mokhtar Belmokhtar. Vous l'avez écrit en 2014, oui. Et puis l'histoire secrète du djihad. C'était en 2018, hein, confession du bras droit de Ben Laden. Chez Flammarion, effectivement. Voilà, et puis vous êtes réalisateur d'un film salafiste. Cela a fait beaucoup de bruit en France, Lemine. Je me souviens, oui. Bonsoir. Bonsoir. Avec Barkaba, avec qui j'ai le plaisir de présenter ce plateau, j'y arrive. Je suis impressionné quand j'entends Ben Laden dans l'imaginaire. Ça joue beaucoup. Alors, on va parler du Sahel. Un sommet G5 du Sahel s'est tenu à N'Djamena, au Tchad. Quels étaient, Lamine, les enjeux de ce sommet, au plan politique comme sécuritaire, bien évidemment? Ce sommet vient, si vous voulez, une année après le fameux sommet de Pau où le président français Emmanuel Macron avait, entre guillemets, convoqué les chefs d'État du G5 Sahel pour clarifier leur position sur la présence française au Sahel, puisque n'oubliez pas qu'il y a de cela un an, il y avait quand même dans un certain nombre de pays sahéliens quelques mouvements qui commençaient à réclamer le départ de l'armée française vu la situation sécuritaire qui était sur le terrain. Alors il fallait, donc là, en N'Djamena, il fallait faire le bilan des réajustements qui ont été décidés à partir de Pau en janvier 2020. Le bilan a été fait. Il s'agissait aussi de voir si oui ou non faut-il ajuster la présence française, faut-il envisager éventuellement un retrait, etc. Ce sont des questions qui ont été évoquées. Et il s'avère qu'au final, l'idée d'un retrait dans l'immédiat du dispositif français n'est pas à l'ordre du jour, mais elle n'est pas exclue à court terme. Alors, dites-moi, le Sénégal était invité. Pourquoi jusque-là, notre pays était hors G5? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas que le Sénégal, justement. Une des originalités de ce sommet de N'Djamena, qui s'est tenu hier et aujourd'hui, est que pour la première fois, autour de 5 présidents du G5 Sahel et du président français, se sont retrouvés plusieurs dirigeants de pays voisins de ces pays-là. Il y avait notamment le Sénégal, il y avait le Maroc, le premier ministre du Maroc était présent, le président du Ghana était présent, donc la CEDEAO, si vous voulez, a été aussi invitée. Alors, une question se pose, est-ce qu'en fait, vu l'état de la situation aujourd'hui sur le terrain dans les différents pays du Sahel, vu l'extension de la menace djihadiste dans la région, est-ce que cela ne veut pas dire que finalement les pays sahéliens et leurs voisins, notamment de la CEDEAO, marocains également, n'ont-ils pas compris qu'en fait la menace n'est pas localisée seulement au Mali ou au Niger, par exemple au Burkina Faso, mais qu'elle concerne l'ensemble de la sous-région et il faut peut-être se préparer éventuellement à anticiper sur l'extension de la menace djihadiste dans des pays comme le Sénégal ou comme le Ghana par exemple, sachant qu'il y a déjà eu quand même une tentative il y a eu quand même des actions en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, dans le nord du Togo à la frontière du Ghana. Plus qu'une anticipation de la menace terroriste pour les pays invités, Lemine Ould Salem, est-ce qu'il ne faut pas aussi voir par là l'échec d'une bonne partie de ce G5 Sahel fait que certains pays n'arrivent pas eux-mêmes à endiguer cette menace sécuritaire? On sait pour quelques raisons diplomatiques ou géostratégiques, par exemple, qu'un pays comme la Mauritanie n'a jamais voulu la présence du Sénégal dans le G5 Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une première porte d'entrée pour montrer que la menace est là, elle est globale et que les 5 pays qui constituent ce G5 Sahel n'arrivent pas à eux seuls à porter le combat? Alors je ne pense pas que les Mauritaniens ou les Maliens ou les Nigériens ou Tchadiens sont contre que la présence du Sénégal. Ils sont hostiles aussi à la présence du Maroc, de l'Algérie, d'un pays comme la Côte d'Ivoire ou de tout pays qui pourrait éventuellement leur ravir le rôle de leadership. Et alors, est-ce qu'on peut parler d'un échec du G5 Sahel?
où je pense que le bilan est très mitigé. Le G5 Sahel a réussi sur un certain nombre le seul fait d'abord d'avoir réussi à réunir ces pays qui ont quasiment les mêmes structures sociales, les mêmes capacités économiques et financières, les mêmes capacités militaires, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que sur le plan militaire, le G5 Sahel a-t-il réussi? Non. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi? Est-ce que le problème est propre à ces pays-là? Il s'est même attaqué dans son QG. Est-ce que oui, justement, est-ce que c'est un problème propre à ces pays-là, ou c'est-à-dire structurellement, est-ce que ce sont les armées locales qui sont faibles, qui sont déstructurées, ce n'est pas pareil. Quand on compare l'armée du Tchad à celle du Mali ou du Burkina Faso, on sait très bien que la différence est flagrante. Mais par contre, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'un manque de moyens, sachant que la communauté internationale, ce G5 Sahel est né sur une promesse de financement par la communauté internationale, et cet argent, on ne l'a toujours pas vu. Alors, vous le disiez, hein, dans les enjeux, qu'il y avait éventuellement des rumeurs, ou en tout cas des volontés exprimées de réajustement, ou même de retrait des forces françaises. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Pourquoi cette discussion? Il faut savoir que Barkhane aujourd'hui, qui a pris le relais de l'opération Serval, c'est l'opération qui a été déclenchée en janvier 2013 pour chasser les djihadistes du nord du Mali. En 2014, cette opération a été remplacée par Barkhane. Barkhane est aujourd'hui devient la plus longue dans l'histoire, la plus longue opération extérieure de l'armée française. Elle commence à coûter cher, 2 milliards d'euros par an. Jusqu'ici, les Français ont perdu 50 hommes, ce qui est énorme pour un pays comme la France. Ça devient un enjeu, un élément du débat aujourd'hui en France. Nous sommes à une année d'une élection présidentielle cruciale. Il est normal que cette question, qu'aujourd'hui les autorités françaises craignent que cette question soit un élément du débat de la campagne électorale. Alors, l'idée d'ailleurs, ça a été envisagé. Le problème de Macron, c'est qu'il a beaucoup changé d'avis sur cette question. Il annonce parfois un réajustement, une diminution. On envisageait notamment en janvier 2020, il avait augmenté de 600 hommes l'opération Serval. Il envisageait récemment de retirer ces 600 hommes, alors qu'aujourd'hui, il déclare que dans l'immédiat, il n'y a pas l'idée d'un retrait n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais il ne faut pas se leurrer. La France se prépare absolument à réajuster son dispositif, sans doute peut-être d'ici l'automne, d'ici la fin d'année. Mais un pays comme la France ne pourrait pas retirer du jour au lendemain, d'abord pour une question d'ego, ce sera quand même scandaleux. Se retirer, c'est un aveu d'échec, mais également c'est surtout très dangereux aussi pour ces pays dont les armées ne sont pas encore à niveau pour pouvoir faire face à la menace. D'où d'ailleurs, aujourd'hui, cette idée dans certains pays du Sahel, où on n'a plus honte d'admettre, où on n'est plus gêné d'admettre que le rapport de force est largement en faveur des groupes djihadistes, et pourquoi ne pas négocier avec eux? C'est le cas notamment du Mali, où le Premier ministre Mokhtar Ouad l'a déclaré quasiment en présence d'ailleurs du ministre français. Mais Lamine, justement, Macron n'est pas du tout d'accord pour négocier avec ces djihadistes. Il parle de les décapiter tout simplement. Alors, justement, il parle aujourd'hui de décapiter les djihadistes liés à Al-Qaïda. Or, il s'agit de décapiter, s'il s'agit de décapiter ces groupes, ça veut dire qu'il faut éliminer Amadou Koufa et Yad Agrali, les deux Maliens. Le problème, c'est que est-ce que les Maliens sont d'accord? Est-ce que cela ne posera pas un problème pour les autorités maliennes? Parce qu'à travers ces deux hommes qui ont quand même une légitimité très forte au sein de leurs troupes et qui ont la capacité d'imposer éventuellement un compromis si jamais ils arrivent à se mettre d'accord avec le gouvernement malien, si on les élimine, avec qui les Maliens pourraient-ils discuter? Il ne restera plus que les Algériens notamment. Or, les Algériens ne sont pas maliens. Les Américains s'étaient enlisés au Vietnam. Est-ce que la France est en train de s'ensabler dans le Sahel? Oui, par moments, oui, absolument. Jusqu'en 2019, oui, le Barkhane semblait s'enliser complètement. Absolument. Absolument. Vous savez, l'histoire cette histoire de ces groupes djihadistes sont apparus au Mali à la faveur d'une énième insurrection touareg en 2012. Et vite fait, les nationalistes touaregs ont été dépassés par les djihadistes qui ont pris le contrôle d'abord du nord du Mali. Et aujourd'hui, ils sont partout. Ils sont au Burkina Faso, ils sont au Niger, ils sont de temps en temps, ils agissent au Burkina Faso. Ils ont agi en Côte d'Ivoire, on les a vus au Bénin, on les a vus au Togo. Et évidemment, si la situation continue à empirer,
la situation pourrait éventuellement atteindre d'autres pays qui jusqu'ici sont épargnés. À l'issue de ce sommet de N'Djamena, le Tchad a décidé d'envoyer 1300 hommes dans la fameuse zone des 3 frontières, donc le Liptako-Gourmand. Oui. Pourquoi cette zone est aussi cruciale et aussi compliquée pour l'armée française? Cette zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali a été pendant longtemps le sanctuaire du groupe d'une dissidence issue de l'ancien mouvement pour l'unité des djihad en Afrique de l'Ouest, le MUJAO, qui est devenu l'État islamique dans le Grand Sahara, qui est dirigé par Abou Walid Sahraoui, qui recrutait massivement au sein de ces populations, qui a réussi. Il a eu l'intelligence de se greffer sur des petites problématiques locales entre bergers et agriculteurs, entre le Peul, Touareg, etc., pour recruter massivement. Il a transformé cette zone en une zone extrêmement dangereuse, où l'armée malienne a perdu beaucoup d'hommes, l'armée du Niger également, où il y a eu des opérations tellement spectaculaires. Et d'ailleurs, le sommet de Pau de 2020 en France avait décidé de concentrer les efforts anti-djihadistes sur cette zone. Là, sur le terrain, les résultats ont été plus ou moins positifs parce que la région semble mieux stabilisée aujourd'hui qu'auparavant. Et l'envoi de 1200 soldats tchadiens dans cette région, à mon avis, il faut intégrer cet élément dans cette perspective d'un réajustement du dispositif français, non seulement au Mali, mais également dans tout le Sahel. Alors, on évoque éventuellement la possibilité, à un moment donné, de revoir complètement les dispositifs. Pourquoi ne pas intégrer des sections de l'armée française à l'intérieur d'unités des armées des pays locaux, au lieu de maintenir le dispositif Barkhane tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'à long terme, évidemment, les Français ne sont pas prêts du tout à assumer non seulement un retrait massif de leurs soldats, mais l'idée d'un Saigon, c'est-à-dire comme les Américains l'ont fait au Vietnam, qui sont retirés sur quasiment une défaite. Parlons du Burkina Faso avant de parler du Sénégal. Très rapidement pour le Burkina Faso, la situation avec l'énigmatique Diendéré, avec aussi la chute de Blaise Compaoré. On a constaté qu'ils ont le pays a subi pas mal les coups de boutoir djihadistes. Les brides ont été lâchées. Oui, vous faites référence à cette idée de compromis historique négocié entre... il était de notoriété publique qu'ils habitaient tous à CI 2000, je pense, le quartier. Alors, vous savez, méfiez-vous de certaines rumeurs. Je ne pense pas, à mon avis, que le Burkina Faso de Blaise Compaoré avait la possibilité, vu ses liens avec la France, avec les États-Unis, etc., de gérer, entre guillemets. Non, de négocier ou d'avoir des rapports négociés formels avec les groupes djihadistes. Il y avait sans doute, comme cela se fait partout dans le monde, aussi bien en Arabie Saoudite qu'au Yémen, au Maroc, en Algérie, etc., à un moment donné, il y a une situation de fait où les deux parties reconnaissent un état de fait de non-agression. Et puis elles en profitent pour justement maintenir des rapports plus ou moins pacifiés. Ce qui a permis au Burkina Faso de jouer les médiateurs, notamment dans les libérations des otages, avec l'accord et très souvent d'ailleurs à la demande des puissances occidentales. Donc cette idée de Blaise et Diendéré négocier pour se protéger contre les djihadistes et leur chute provoque l'apparition de phénomènes djihadistes. Non, je pense qu'il y avait de vieux problèmes au Burkina Faso qui ont pris la forme d'une insurrection djihadiste et malheureusement cela a eu lieu dans la foulée de la chute de Blaise. Bien sûr, je pense que les dispositifs sécuritaires mis en place par Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré certainement a été démantelé par les autorités qui ont suivi. Et cela a impacté, évidemment, bien sûr. La question d'Ablader n'est pas du tout hors contexte. Effectivement, au Burkina, il y a, au-delà de Diendéré et de Blaise Compaoré, il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, l'imam Moustapha Chafi, qui a été conseiller spécial de Blaise Compaoré, qui est mauritanien, qui a joué quand même un rôle crucial dans les négociations d'otages et qui a de très bonnes connexions avec certains groupes djihadistes. Alors, Moustapha Chafi était un employé officiel de la présidence du Burkina Faso depuis les années 90. Il a travaillé avec Sankara.
puis après, il y a une rupture à un moment donné avec Blaise, à cause d'ailleurs, paraît-il, de la mort de Sankara. Il a renoué avec Blaise, dont il a été une sorte de conseiller spécial. On l'a vu sur plusieurs dossiers, des prises d'otages au Niger, des prises de la guerre au Congo. Son nom a été aussi associé à la gestion de la crise ivoirienne, etc. Moustapha Chafi ne pouvait pas intervenir sur ces dossiers sans un ordre de mission de son patron à l'époque, qui était Blaise Compaoré. Et Blaise ne pouvait pas du tout négocier la libération des otages sans... D'ailleurs, très souvent, la libération de ces otages se faisait notamment, par exemple, la première fois, c'était la libération de Robert Fowler, qui a été ancien vice-président ministre de la Défense du Canada, et qui a été envoyé spécial des Nations Unies pour le Niger, qui a été enlevé avec son assistant sur une route entre Tillabéri et Niamey. Et c'était pour la première fois que, justement, le Burkina de Blaise intervenait pour la libération d'un otage. C'était à la demande du gouvernement du Canada. Plus tard, il y a eu les Espagnols. C'était aussi à la demande du gouvernement espagnol. Et Chafi, je ne pense pas que Chafi peut développer des liens personnels et d'amitié avec les chefs djihadistes. Alors qu'il est facilitateur du fait de sa bonne connaissance de certaines personnes, de sa maîtrise des langues, etc. Et même oui, ça, sans doute, certainement. Ça n'en fait pas un complice des djihadistes. Certainement, le fait qu'il soit né au Niger, qu'il parle Djerma, qu'il parle Hausa, qu'il parle Mouré, qu'il soit d'une famille saharienne, mauritano-malienne, nigérienne, même sénégalaise, c'est les babous d'ici, hein, les TGK, ils sont très présents partout. Bien sûr, ça lui donne une connaissance du terrain que peu de gens ont. Le fait aussi qu'il ait des capacités personnelles à convaincre, des capacités de diplomate, cela l'a sans doute aidé. Mais le fait surtout qu'il soit le chargé officiel du gouvernement du Burkina Faso pour gérer ces questions, je pense que ça aussi, ça l'a beaucoup aidé. Lamine Ould Salem, le Sénégal est un pays cible potentiel des djihadistes? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que jusqu'ici, il est vrai que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Les gens s'attendaient beaucoup plus à des attaques au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, à Grand Bassam à l'époque. Je n'ai pas voulu justement poser la question de cette façon, pour toucher du bois encore, en vous disant effectivement pourquoi le Sénégal est épargné jusque-là. Qu'est-ce qui l'explique? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'à la lecture, par exemple, à l'époque, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les archives des comptes rendus de la presse mauritanienne et de la presse malienne à l'époque, d'ailleurs je travaillais sur le Ben Laden du Sahara, sur les comptes rendus des audiences, des jugements et des procès des différents membres d'Al-Qaïda à l'époque, d'AQMI qui étaient arrêtés, etc. Et il s'avère très souvent qu'ils sont passés par Dakar. Exemple. La première cellule d'Al-Qaïda en Mauritanie, fondée par Khadim Ould Saman, que Barka connaît très bien d'ailleurs, a été fondée à Dakar. Dans le procès verbal de police, il y est écrit que le groupe lui a fait allégeance dans une chambre louée, je pense, à Grand Yoff, ici. Quand ils ont assassiné les Français, l'attentat à Alec qui a provoqué l'arrêt du rallye Paris-Dakar, dans le procès verbal de police que j'ai lu dans un journal mauritanien à l'époque, les trois prévenus disaient à l'époque qu'ils ont remis les passeports, l'argent et les documents pris sur les victimes françaises ici devant l'université de Dakar à une personne. Alors le policier leur posait la question, est-ce qu'il est sénégalais ou pas? Il nous a parlé en Wolof, mais on pense qu'il est malien parce qu'il a un accent de Bambara. Exemple. Et le dernier procès de l'affaire des Sénégalais qui étaient à Boko Haram révèle que Hamada Ould Mohamed Khairou, qui a réussi à l'époque à fuir la prison en Mauritanie avec le fameux Khadim pour rejoindre le nord du Mali, en s'habillant en burqa, comme des femmes, avait été hébergé ici dans la banlieue de Dakar par l'imam Diokhané. Donc les liens existent, c'est-à-dire ils connaissent très bien le Sénégal. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas... Je pense qu'ils ne sont pas si bêtes que ça. Vous savez, on pense souvent que c'est des petits pieds nickelés, assez cons, qu'ils agissent de manière très aveugle. Non, tout est calculé. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt pour l'instant à toucher le Sénégal, tout simplement parce que je pense que le rapport de force ne leur est pas favorable, grâce à la présence forte, massive de confréries soufis au Sénégal. Deuxièmement, je pense aussi qu'il y a aussi un travail certainement en avant
oui, de préventif des services de sécurité sénégalais. Et d'ailleurs, on le voit maintenant avec le renforcement des dispositifs sécuritaires à la frontière du Mali, parce que dans cette région de Caille, qui est frontalière du Sénégal et de la Mauritanie, on voit de plus en plus d'incidents qui rappellent que de petits incidents entre Casté, Noble, etc., sur lesquels très souvent les djihadistes se greffent. Et je pense que les Sénégalais sont en train d'anticiper justement. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Barkaba, merci. Lamine Ould Salem, vraiment merci de m'avoir fait découvrir une autre facette de Barkaba, sa connaissance des réseaux djihadistes. Merci à vous. Autant que lui, hein. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur de Ben Laden, le Ben Laden du Sahara, sur les traces de Mokhtar Belmokhtar, c'était en 2014, et puis l'histoire secrète du djihad. Confession du bras droit de Ben Laden, réalisateur également du film Salafiste, sorti en France, qui a fait beaucoup de bouquins. Et comme on a un Mauritanien sur le plateau, on aimerait faire un petit coucou à nos nombreux téléspectateurs à Nouakchott. Et comment on dit Zayn Hatm Maloum là-bas? Bon, salam alaikum. Salam alaikum. Alors, merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Bonsoir.